Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com. Merci à vous d'être très nombreux à avoir répondu en direct aujourd'hui pour nous rejoindre. Le thème du jour, c'est un thème évidemment très important, très sérieux, c'est le divorce dans un contexte international. Donc peut-être que vous êtes concerné très directement ou vous souhaitez évidemment vous informer. On a avec nous deux experts évidemment du sujet, de notaires de France, donc maître Frédéric Varin qui est responsable du pôle des Français de l'étranger au Conseil supérieur du notariat et maître Tarad qui est responsable de la section internationale à l'Institut de recherche notariale. Donc voilà, on a deux experts. Posez-leur bien toutes vos questions. Pardon. Vous avez un petit onglet questions sur la barre latérale à droite. Posez une nouvelle question. Faites-nous déjà un petit signe pour nous dire où vous êtes. Est-ce que vous êtes en Asie, en Amérique? Est-ce que le soleil se couche? Est-ce que le soleil se lève? Faites-nous un petit coucou, dites-nous un petit bonjour, faites-nous signe de façon aussi à ce qu'on voit que ça marche bien, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas bien. Vous êtes déjà très nombreux à vous être connectés en live. Voilà, on a Xavier qui est au Canada. Merci beaucoup. Salut Xavier. Faites-nous signe. Philippe qui est à Singapour. Allez, bon, ben voilà, c'est un plaisir. Bonjour au Royaume-Uni. Hubert a déjà posé sa première question. On va répondre à toutes les questions. Je vais d'abord donner la parole très rapidement à Maître Varin et à Maître Tarad pour qu'ils se présentent en quelques mots et qu'ils disent en quoi ce sujet finalement est extrêmement crucial et très important. Maître Varin, je vous passe la parole. Oui, bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs. Alors, aujourd'hui, on va essayer de vous sensibiliser sur les différents pièges qui peuvent se révéler exister dans le cadre d'une situation d'expatrié ou dans le cadre d'une situation dans laquelle, en tout cas, on a des éléments internationaux. Alors, qu'est-ce que c'est justement qu'un divorce dans un contexte international? C'est soit un divorce dans lequel l'un des époux a une nationalité autre que française, ou un divorce dans lequel un des époux a une résidence autre que française, ou les deux époux d'ailleurs à chaque fois. Et à chaque fois avec éventuellement donc quelque chose qui les rattache à la France. Ça peut être une nationalité, une résidence, mais ça peut être aussi des biens. Donc à partir du moment où il y a des biens situés en France, on va parler de divorce international pour nous, en tout cas les Français, parce qu'il va falloir donner des effets à ce divorce qui serait prononcé par exemple entre deux Américains résidant au Brésil qui auraient une maison en France. Et bien ce divorce, il est quand même international pour nous parce qu'il va falloir qu'on arrive à lui donner des effets concernant les biens situés en France. Et également, donc, vous allez voir, ça recoupe tout un tas de sujets qui sont quelles sont les juridictions qui sont compétentes, quelle est la loi qui est applicable, quelles sont les conséquences qui en découlent en termes de garde des enfants, d'obligations alimentaires, tout cela. Donc c'est un peu ça qu'on va essayer de dépeindre de façon assez générale et schématique pour vous donner un peu des warnings. Attention, là, il y a un point qu'il va falloir aller ensuite creuser avec vos conseils qui peuvent être des avocats, des notaires, donc dans les différents pays dans lesquels vous êtes ou dans les différents pays dans lesquels vous êtes propriétaire de quelque chose. Voilà, donc c'est un peu la première chose qu'il faut comprendre sur ce webinaire. Ben, merci beaucoup, Maître Varin. Effectivement, posez bien toutes vos questions, tout ce qui vous concerne, tout ce que vous voulez savoir sur ce sujet. C'est un sujet extrêmement important. On a Alexandre, Armel qui est à Madrid, Agota qui est en Allemagne, c'est un joli prénom, Agota, je ne connaissais pas. Luis Carlos qui est aux Pays-Bas, Eric qui est en Belgique, Francis en Chine, Marie-Lise à Milan, Blandine en Grèce, Manivelle à Singapour, un autre prénom original, très bien. Christophe au Royaume-Uni, posez bien toutes vos questions, vous êtes nombreux les internautes. Maître Tarad, peut-être quelques mots pour vous présenter, puis nous dire un petit peu, dans le cas d'époux français ou binationaux résidant ensemble dans un pays de l'Union européenne, quel sera le tribunal compétent en cas de divorce? Alors, vous commencez très fort par la question. Pour vous présenter, je suis notaire à Paris et je m'occupe d'activités internationales pour la Chambre de Paris depuis quelques bonnes années. Et sur le plan, on va dire, théorique, donc ça tombe bien avec la question que vous me posez, je m'occupe de la réflexion sur le droit international privé au Conseil supérieur du notariat. Alors, oui, vous commencez très fort la question parce que déjà, vous posez la question importante de savoir quel tribunal on va pouvoir saisir.
Et comme le disait Maître Varin il y a un instant, on va chaque fois devoir se poser finalement deux types de questions. Quel est le tribunal qui va être compétent et quelle loi le tribunal va devoir appliquer? On va se rendre compte que ce n'est pas forcément la loi du tribunal que le tribunal va devoir appliquer. Ça, c'est un premier point à avoir en tête. Le deuxième point à avoir en tête, avant que je vous réponde concrètement, c'est que les règles qu'on va vous dire aujourd'hui, ce sont les règles des juristes français. Alors, dans l'ensemble, vous allez voir tout de suite, ce sont des règlements de l'Union européenne, donc ça vaut à peu près dans les pays de l'Union européenne. Parfois, il y a des règles différentes dans d'autres pays qui pourraient être en concurrence. Donc, c'est une chose qu'on dira a priori souvent aujourd'hui. Quand on se pose des questions, qu'on a un contexte international avec de la France et autre chose, ce sera toujours bien de poser la question à des juristes des deux endroits pour s'assurer qu'on fonctionne bien en bonne résonance. Alors, la question, quel est le tribunal compétent pour des Français qui voudraient divorcer, vivant ailleurs qu'en France, qui voudraient divorcer? Alors, je ne sais pas si c'est simple ou compliqué d'y répondre. C'est simple parce que la réponse, elle est donnée dans un texte qui est le règlement de l'Union européenne Bruxelles 2 bis, et c'est l'article 3. Alors là, j'ai fait la réponse simple des juristes. Maintenant, si je rentre dans le détail, je vais peut-être quand même rentrer dans le détail pour cette première fois, mais vous allez voir qu'on a beaucoup de cas de figure envisagés, parce que le principe de ce règlement, c'est de permettre aux époux de pouvoir trouver un juge pour divorcer. Donc, il y a plein de choix possibles. Et donc, en fait, la règle, c'est de dire quelles sont les possibilités, quels sont les juges qu'on peut aller voir, avec un critère principal qui est le critère de la résidence habituelle. On veut pouvoir trouver un juge qui est proche de là où on vit. Pour autant, le règlement vise aussi à éviter un cas de figure, alors que les juristes connaissent bien parce que c'est une affaire célèbre du 19e siècle qui fait rigoler tout le monde. Il faut éviter que celui qui a l'initiative du divorce puisse choisir le juge avec en arrière-pensée, voir que le juge va choisir celui qui demande le divorce, va choisir le juge qui va l'avantager. Donc, on veut éviter ça. Alors, quelles sont les règles? Le premier choix qu'on peut faire, tout simplement, c'est le juge de la résidence habituelle des époux. Ou alors, s'ils vivent déjà plus ensemble, c'est l'ex-résidence habituelle des époux, mais à condition qu'il y ait encore un époux qui vive dans le pays où ils avaient leur résidence habituelle. Ou alors, parce que ça ne pose pas de problème, il n'y a pas d'arrière-pensée de la part de celui qui a l'initiative du divorce, ça peut être la résidence habituelle de celui qui est attaqué, de celui qui est en défense dans le divorce. Ou alors, si les deux époux sont d'accord, c'est une requête conjointe, ça peut être la résidence habituelle de l'un des deux époux avec l'accord de l'autre. Mais ça peut aussi être la résidence habituelle de celui qui demande le divorce, mais alors là, il y a des conditions. Soit c'est vraiment sa résidence habituelle, ça veut dire que ça fait plus d'1 an qu'il y est, soit on peut accepter que ça ne fasse que 6 mois, mais dans ce cas-là, c'est parce qu'il a rejoint le pays dont il avait la nationalité. L'idée, c'est qu'il ne faut pas aller se dire, hop, je vais aller dans tel pays parce que le juge va m'être favorable. Donc voilà, un grand choix, beaucoup de choix et parfois un petit peu de conflit pour si jamais les deux dégainent dans des pays différents. D'accord. Je vais peut-être pousser un tout petit peu la question, puis après on prendra les questions des internautes et on ouvrira un petit peu ce débat. Est-ce que la question est différente selon le fait qu'on soit dans l'UE ou hors UE? Alors non, la différence, il n'y a pas de différence, c'est-à-dire que la règle que je viens de donner, c'est une règle d'origine UE, c'est le règlement Bruxelles 2 bis, mais c'est la règle qui s'applique en France. Donc un juriste français va appliquer, c'est ce qu'on appelle une disposition universelle, le juriste français va appliquer cette règle-là, quels que soient les pays en jeu. D'accord, très bien. Bah, écoutez, c'est très clair. Allez, les internautes, posez vos questions. Je vous rappelle, j'ai oublié de le faire, mais ce webinaire sera disponible en replay sitôt la fin du webinaire. On a à peu près 1 heure ensemble, un petit peu plus, un petit peu moins, mais peut-être un petit peu plus surtout. Donc, posez bien vos questions. Vous avez certainement plein de questions sur ce sujet. Ce n'est pas un sujet facile, mais c'est le moment de poser vos questions. Vous avez nos experts avec vous. Je vois que Frédéric Varin répondait à Marie-Claude, mais je ne sais pas pourquoi votre réponse je vais répondre à Marie-Claude. Donc, vous allez répondre en live. Ça, voilà, exactement. J'ai fait la recherche pendant que Pierre parlait, donc j'en ai profité. Donc, le service central de l'état civil à Nantes, qui est donc
qui dépend du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. A priori, c'est 11 rue de la Maison Blanche à Nantes. Donc, c'est à cette adresse qu'il faut que vous envoyiez vos documents pour retranscription. Voilà. Ok. Je pense que vous avez un petit bouton Enter ou quelque chose comme ça pour valider votre réponse, Maître Varin. Je ne marche pas. J'ai terminé de répondre. Au moment où j'ai voulu répondre, je m'ai terminé de répondre. Donc, Bon, écoutez, allez, redonnez l'adresse, comme ça c'est bon. Alors, je redonne l'adresse pour Marie-Claude. C'est 11 rue de la Maison Blanche, 44 100 Nantes. 44 100 Nantes. Voilà. Et c'est quoi? C'est les services de l'état civil? C'est le service central de l'état civil et ça dépend du MEAE, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. J'ai vu également que Hubert nous posait une question sur un problème de garde d'enfants. On va y répondre plus tard avec les questions que vous allez nous poser. Hein. Voilà. On peut commencer par cette question, hein, puisque Hubert, du coup, aborde la question de garde d'enfants. Alors, je ne sais pas si c'est une question sur laquelle vous intervenez ou pas, Maître, vous allez nous répondre. C'est peut-être plus simple d'en parler tout à l'heure, parce que… Oui, on va suivre le fil. Voilà, il faut mieux qu'on garde le fil, parce qu'on va poser des notions qu'on utilisera plus tard. Donc, si on fait ça dans le désordre, vous n'allez plus rien comprendre. Déjà que ça ne va pas être simple, donc vous pouvez comprendre. Allez, très bien. Allez, Philippe a une première question. Il a divorcé à Singapour. Les deux conjoints sont français, mariés en France. Ils vivent à Singapour. Et le tribunal de grande instance compétent en France a confirmé l'opposabilité du jugement de divorce. Comment mettre à jour l'état civil de chacun des conjoints? Qui veut répondre? Donc justement, en adressant la copie du divorce donc au ministère ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, au service central de l'état civil à Nantes. D'accord. Mais du coup, le TGI n'a pas lieu d'être? Non, là, il suffit juste de faire retranscrire. D'accord. Très bien, parfait. Allez, on continue avec les questions. Armel qui demande: je divorce en Espagne, j'ai un bien immobilier en France. Donc, elle dit qu'elle en a hérité, donc qu'il est à elle. Comment faire avec ce bien pour le divorce? Faut-il aller chez un notaire en France? Maître Varin. Alors, il va justement falloir, une fois que le divorce va être prononcé en Espagne, hein, qu'on va avoir un jugement, il va falloir effectivement que vous preniez contact avec un notaire en France pour pouvoir faire éventuellement, si c'est vous, madame, qui est au terme du jugement est attributaire de ce bien dans le partage, hein, il va falloir que vous alliez voir ensuite un notaire français pour qu'il donne effet au divorce qui aura été prononcé en Espagne, donc pour vous titrer sur ce bien et donc réaliser les formalités de publicité foncière pour que ça soit opposable au tiers et qu'on voit bien que ça soit que votre nom qui figure sur le titre de propriété. Très bien, Maître Varin. Maître Tarade. Pardon, pour compléter au cas particulier, si Armel dit qu'elle est déjà, enfin qu'elle a reçu le bien par héritage, elle est probablement déjà toute seule titrée. Donc, il n'y aura peut-être pas d'effet du divorce sur ce bien-là. D'accord. Précis d'Armel, mais sinon, la réponse de Maître Varin est la bonne. Donc, sans doute, Armel, ça serait bien que vous alliez consulter un… Exactement. Il faut regarder déjà ce qu'il y a dans son divorce et puis en parler à son notaire en France pour voir s'il y a une suite à donner ou pas. Justement, Maître Tarade, quels sont les dispositifs juridiques qui définissent les effets patrimoniaux et le partage des biens en cas de divorce international? Est-ce que d'ailleurs il y a une règle commune ou j'imagine que la loi française le prévoit? Alors oui, en fait, là, on parle bien des règles patrimoniales, c'est-à-dire comment on va répartir les biens. C'était un peu la question d'Armel. Et d'ailleurs, la façon dont la question était posée montrait qu'elle a intégré la réponse. C'est la règle qui détermine le régime matrimonial. Donc, si on a signé un contrat de mariage ou si… alors, j'ai commencé déjà à faire un catalogue, je ne vais peut-être pas refaire un catalogue maintenant sur quel est votre régime matrimonial, parce que je pense que c'est l'objet d'un autre webinaire, voire 2 ou 3. Mais c'est le régime matrimonial qui détermine de quoi on est propriétaire pendant le régime et donc probablement à la fin, à la sortie du régime. Donc ici, on a quelqu'un qui dit « j'ai hérité, donc c'est un bien propre ». Armel est en train d'appliquer les règles de son régime matrimonial. D'accord. Et alors, dans son cas, elle dit également qu'elle a un bien immobilier qui appartient aux deux conjoints.
Donc, tout dépend, là, pour le coup, du régime. Tout dépend du régime. Alors, comme je ne connais pas la vie d'Armel, je ne sais pas quel est son régime matrimonial, si c'est un régime français, espagnol ou si c'est le régime légal ou pas. Mais c'est ça qu'on va regarder pour savoir comment chacun des époux est propriétaire de quoi. Très bien. Dans quelle proportion. Parfait, merci. On va continuer avec les questions. Posez bien vos questions, les internautes. C'est le moment. On a 1 heure avec nos experts, Maître Varin, Maître Tarade. C'est les deux notaires qui sont membres du Conseil supérieur du notariat, donc vraiment experts dans ce domaine. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. C'est le bon moment. Maître Varin, Hubert nous demande, donc il est marié en France avec une Roumaine. Il a des enfants qui sont nés en Roumanie, reconnu en France, et il explique que la mère bloque toute relation avec les petits, elle exige une pension alimentaire sans pour moi avoir la certitude de les revoir. Alors je vous livre la question un peu brutalement comme l'a écrit l'a rédigé Hubert. Concrètement, qu'est-ce que prévoit la loi? Quels sont les recours possibles? Oui, alors en fait, effectivement, la question d'Hubert n'est pas vraiment une question, mais c'est pas de question dans ce qu'il il explique il nous donne juste la situation. Là, on va en fait, il y a deux sujets dans ce qu'il explique. Il y a la problématique de l'obligation alimentaire, et ça, c'est le règlement 4/2009 qui va nous aider à répondre à cette question. Donc, il faut aller voir dans ce règlement européen après quel est donc le tribunal qui va être compétent à ce sujet, donc pour traiter de cette demande de pension alimentaire. Donc ça, on a les informations dans le règlement 4/2009. Après, pour ce qui est de l'autre question sous-jacente dans ce qu'il explique, c'est la garde des enfants, revoir les enfants. Et là, c'est plus des questions que traitent les avocats en général, tout ce qui est garde des enfants. Et là, on a effectivement une convention de la Haye qui s'applique là-dessus, et également un règlement européen. Mais ça dépend en fait après où ils sont situés, quelle est leur résidence habituelle, tout ça, parce que c'est ça qui détermine souvent la compétence du juge et la loi applicable après pour déterminer quel parent a le droit de faire quoi en fait, clairement. Et du coup, est-ce qu'on se trouve aussi dans une situation de ce qu'on appelle d'entrave au droit de garde, c'est-à-dire de déplacement illicite de l'enfant, qui correspond en fait à l'enlèvement d'enfants. Et là, pareil, il y a des conventions internationales qui priment. Et là, il faudrait avoir plus de détails. C'est une question qu'il faut aller poser. J'aurais tendance à dire en premier lieu, c'est les avocats qui règlent ces questions de garde d'enfants, mais effectivement, son notaire sera aussi certainement compétent, après des recherches dans les différents règlements que j'ai cités, pour aller préciser un peu ce qu'il en est au niveau de ces pensions alimentaires et potentiel enlèvement illicite d'enfants. Alors, on a une autre question autour de ce sujet de Xavier qui habite au Canada depuis 8 ans avec son épouse actuelle, qui est partie en France avec ses enfants et qui demande une prestation compensatoire. Comment cette prestation peut être calculée en France, Maître Tarade? Est-ce qu'il y a un barème, un régime? Est-ce que ça doit être lié à un jugement? Oui, alors ça, c'est une décision qui relève de la justice. Donc déjà, je ne suis même pas sûr que ce soit les règles françaises qui s'appliquent, puisque c'est ce qu'on avait commencé à dire. On va déterminer le juge compétent, ensuite on va déterminer la loi qui va appliquer. Alors si effectivement c'est l'épouse qui est rentrée en France qui est créancière de cette prestation compensatoire, on peut penser que c'est la loi française qui va s'appliquer puisque ça va être sa résidence habituelle maintenant. Et donc après, c'est les critères habituels déterminés par les juges. Alors je vais faire comme Maître Varin, je vais vous dire que c'est plutôt le métier des avocats, mais ce qui est pris en compte, ça va être le train de vie des deux époux. Alors allez-y, Maître Varin. D'obligation alimentaire, c'est que on a donc des règles. Vous pouvez, pour ce qui est de la loi applicable aux obligations alimentaires, c'est le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 qui s'applique. En général, on vous dit que c'est la résidence habituelle du créancier qui est la loi applicable, donc qui détermine la loi applicable aux obligations alimentaires. Pour les juridictions compétentes, c'est le règlement européen 4/2009 qui s'applique.
Et là, c'est pareil, on va vous dire qu'il y a un certain nombre de critères pour vous dire si une juridiction est compétente ou non. Et en général, c'est la résidence habituelle du créancier ou la résidence habituelle du défendeur. Ça dépend un peu dans quelle situation on se trouve. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est que tant le règlement 4 2009 que le protocole de La Haye permettent de faire des choix. Ça, c'est hyper important, parce que c'est ça qui est important de garder en tête. Quand on ne fait pas de choix, eh ben, on se retrouve soumis à tous ces méandres de textes applicables avec détermination de la loi, de la juridiction qui va pouvoir trancher et qu'est-ce qu'on va appliquer comme loi justement pour aller calculer cette fameuse pension et ce genre de choses. Donc c'est quand même dangereux parce que on se marie à un moment donné, on habite à un endroit, on peut bouger, etc. Quand on se sépare, malheureusement, un des époux peut partir dans un autre pays. Tout ça, on ne peut pas l'anticiper à l'avance. Par contre, ce qu'on peut anticiper, c'est le fait de, dès à présent, au moment où on se marie, dans un contrat de mariage, on va aller faire des choix. C'est-à-dire qu'on va dire, concernant les obligations alimentaires, à l'intérieur du contrat de mariage, on va bien marquer que pour les obligations alimentaires, eh ben, dans ces cas-là, on va viser la loi française applicable à la détermination justement des pensions et ce genre de choses. On a le droit de le faire, donc il faut le faire. Ça évite tout aléa futur. Et on voit bien que nos internautes sont confrontés à ce type d'aléa. C'est-à-dire que là, on est dans des situations où ça n'a pas été choisi. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. C'est justement le genre de situation qu'on veut éviter en faisant des choix. Donc, dans votre contrat de mariage, vous avez la possibilité de faire un choix de loi en visant le protocole de La Haye, justement. Et vous avez également la possibilité de faire un choix de juridiction qui va être compétente pour décider entre vous, donc comment ça va pour être compétente sur trancher les problématiques d'obligation alimentaire. Et ça, c'est le règlement 4 2009 qui vous permet de le faire aussi. Donc, dans les contrats de mariage, faites des choix. Comme ça évite d'être confronté à une détermination d'une juridiction que vous n'auriez pas choisie ou à l'application d'une loi aussi dont vous ne maîtrisez pas les conséquences. Donc ça, c'est hyper important. Gardez en tête, dans vos contrats de mariage, faites des choix de loi. On peut les faire sur ces problématiques d'obligation alimentaire. Alors, si je comprends bien, Maître Varin, ça veut dire que il faut, dans le cas de nos expatriés ou autres, mais en tous les cas, dans le cas de nos expatriés qui nous intéressent aujourd'hui, il vaut mieux faire un contrat de mariage et prévoir ce genre de situation en amont. Alors, je sais qu'évidemment, quand on se marie, on ne prévoit pas le pire, mais ça peut arriver. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le thème du webinaire, c'est le divorce. Ça veut dire le mariage, entre guillemets, est déjà consommé. Donc, ça va être un petit peu compliqué aujourd'hui d'aller dire, finalement, on va aller faire un contrat et faire des choix dedans. Bon, c'est un peu compliqué. Après, attention, quand faudrait aussi aller le vérifier, mais ça, c'est plus de la procédure, donc c'est plus les avocats qui pourraient répondre à ces questions. J'imagine qu'on peut, même quand on n'a pas fait de choix de loi au moment de l'établissement du mariage, du contrat de mariage, si on en fait un, on peut peut-être à ce moment-là, au moment du divorce, aller faire ce qu'on appelle un accord procédural. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne s'entend plus et qu'on veut divorcer qu'on est complètement forcément stupide et qu'on va aller se mettre des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que si les deux époux sont d'accord pour dire tiens, ok, on a décidé de se séparer, on va divorcer, mais peut-être qu'on va quand même se mettre d'accord sur le fait que ça va bien être la juridiction française qui va s'occuper du divorce, c'est peut-être mieux. Et ça résulte d'un accord procédural. Vous pouvez également, les époux peuvent se dire, ok, c'est pareil. Nous, la loi du Venezuela, qu'on ne connaît pas bien parce qu'on était là-bas en situation d'expatrié pour quelques temps, on ne la maîtrise pas, on ne sait pas trop quelles en sont les conséquences. On est tous les deux français, par exemple, on va demander à ce que ça soit la loi française qui s'applique. Et là, c'est pareil, ce serait, je pense, possible de valider ça devant un tribunal, certainement, dans le cadre d'un accord procédural. Donc ça, c'est quand même à vérifier avec les avocats parce que c'est vraiment de la procédure et ce n'est pas quelque chose auquel nous, les notaires, on est vraiment habitués. On peut quand même dire une chose, c'est que le règlement Rome 3 prévoit expressément qu'on peut désigner la loi applicable au divorce. Donc la loi qui va dire quelles sont les conditions, les cas de divorce, les conditions, etc. On peut la désigner à tout moment tant qu'on n'a pas commencé la procédure. Donc on peut très bien faire, à l'occasion non pas d'un contrat de mariage si on a laissé passer le train, on peut très bien faire une convention de cet ordre-là. Et d'une façon générale, si on n'a pas fait de contrat de mariage, on a des solutions de rattrapage. C'est pas le geste webinaire, effectivement, là aussi, c'est tout un autre sujet, mais
Il y a des cas dans lesquels on peut faire une désignation applicable, il y a des cas où on peut tout simplement changer de régime matrimonial. Et quand vous vous expatriez, si vous n'aviez pas vu le coup avant, mais que là, vous savez que vous êtes expatrié dans tel pays, il y a peut-être un moment où vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'on ne va pas réviser notre régime matrimonial et à cette occasion, faire les choix de juridiction et de loi quand c'est possible pour éviter effectivement les questions que vous posez maintenant. On le voit très bien dans les questions qui sont posées, Maître Varin le disait, finalement vous vous retrouvez confronté à l'incertitude, vous ne savez pas quel est le juge et quelle est la loi. Or, il y a des cas où vous auriez pu régler ça avant, alors même que maintenant que vous n'entendez plus, ce sera un sujet de discorde de plus de savoir quel est le juge et quelle est la loi. Alors, je rebondis sur ce que dit Pierre. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que quand on se marie, alors là, bon, c'est vrai que les gens qui regardent ce webinaire, c'est déjà consommé, hein, ils sont au stade du divorce la plupart du temps. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que au moins une fois divorcés, ils vont peut-être se remarier après, donc ça servira quand même. Exactement. C'est que dans un contrat de mariage, on peut faire des choix de loi et des choix de juridiction. Pour le régime matrimonial, c'est simple, le règlement européen qui est entré en application le 19 janvier 2019 permet de faire un choix de loi pour le régime matrimonial. Donc ça, c'est déjà bien. On sait quelle est la loi à l'aune de laquelle on va déterminer le régime matrimonial. Ensuite, on peut faire des choix de loi pour la loi applicable au divorce, Rome 3, comme le disait Pierre il y a 2 minutes. Donc, sur les causes et les effets extra-patrimoniaux du divorce, on va pouvoir décider quelle est la loi qui s'applique. Et également, sur les obligations alimentaires, on peut faire un choix de loi pour décider que c'est la loi française à l'aune de laquelle va être calculées toutes ces prestations toutes ces obligations alimentaires, prestations compensatoires, pensions. Et également, le règlement 4/2009 prévoit qu'on peut faire un choix de juridiction là aussi. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut dire que c'est la juridiction française qui va pouvoir s'appliquer. On ne peut pas faire de choix de juridiction, par contre, pour le divorce. Ça, ce n'est pas possible. C'est interdit. Le règlement Bruxelles 2 bis ne le prévoit pas. Voilà. Donc, il faut quand même essayer d'avoir ça en tête parce que tout ça, on peut le fixer dans un contrat de mariage. Alors, attention, hein, avec une portée plus ou moins limitée. C'est-à-dire, tant qu'on est en présence dans la situation des époux d'État qui ont tous ratifié le règlement Rome, qui ont tous adopté le règlement Rome 3, le règlement régime matrimoniaux, le protocole, qui ont ratifié le protocole de la Haye, qui ont adopté le règlement 4/2009. Ben, là, c'est bon parce que les États sont liés par les règlements européens ou par les conventions, et dans ces cas-là, on est sûr que les choix de loi vont être respectés et appliqués. Par contre, quand on est en présence d'États tiers à ces règlements, ou qui ont signé certains règlements mais pas d'autres, bah, le choix va être plus ou moins efficace parce qu'on n'est pas sûr que, par exemple, aux États-Unis, mon choix de loi fait conformément au règlement Rome 3 pour les causes du divorce, bah, les États-Unis, il est possible qu'ils nous disent non, nous, votre règlement Rome 3, nous, on n'a pas adopté, on n'est pas parti. On ne va pas retenir le choix comme valable. Vous voyez, donc c'est très compliqué, c'est un peu une boule multifacette. Il faut aller chercher, en fonction du cas d'espèce, voir, il va falloir faire du sur-mesure pour tous les clients. Dans le contrat de mariage, qu'est-ce qu'on va prévoir? Est-ce qu'on fait des choix? Est-ce qu'on n'en fait pas? On m'a demandé en fait de faire un contrat de mariage pour le Japon avec, par exemple, un époux japonais. Dans des gens installés au Japon, l'épouse était américaine, le mari français. Ben là, c'est pareil, mes choix de loi, ils ne vont pas forcément être très efficaces. Vous voyez, donc, c'est vraiment en fonction des pays en présence, des éléments en présence de la situation du couple qu'il va falloir déterminer ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Mais on peut faire des choses. Je vais rebondir sur ce que dit Frédéric parce que tous ces enjeux-là font que chaque fois qu'on va faire quelque chose, il faut, Maître Varin a parlé de sur-mesure, il faut vraiment regarder. On va toujours avoir au moins 2 pays, voire 3, hein, parce que le français et l'américaine qui vivent au Japon, ça fait 3, avec peut-être des biens dans un 4e pays, si jamais il y a une résidence secondaire encore ailleurs. Il faut vraiment se poser la question avec les juristes de chacun des pays. Et si vous faites un contrat de mariage ou une désignation de loi applicable, il faut vraiment se poser la question de l'effet de ce qu'on va faire dans chacun des pays concernés. De l'effet, est-ce que ça va être pris en compte ou pas? Comment est-ce que ça va être pris en compte? Peut-être si on sait déjà que le juge japonais ne tiendra pas compte de ce qu'on va faire, accompagner le mouvement en se disant comment est-ce que le juge japonais va réagir pour nous
nous caler sur ce qu'il va faire pour avoir… L'objectif, c'est la prévisibilité. C'est l'objectif numéro 1 de tout ça. Éviter d'avoir des règles qui entrent en conflit les unes avec les autres parce que dans tel pays, la vérité sera comme ci, dans l'autre pays, la vérité sera comme ça. Essayer de faire converger. Et pour ça, il n'y a pas de meilleure solution que d'interroger les juristes de chacun des pays et, si possible, de les faire se parler entre eux pour trouver des solutions qui marchent partout ou qui tentent de marcher partout. Très bien. Mais écoutez, merci pour ces précisions. On est à peu près à la moitié de notre webinaire, donc continuez à poser vos questions, les internautes. On a pas mal de questions, on va les aborder là toutes maintenant avec nos experts, Maître Tarade et Maître Varin. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay, donc si vous avez raté le début ou si vous ne pouvez pas assister à la fin, eh ben, pas de souci, vous pouvez le voir en replay. Vous pouvez aussi le faire connaître à vos amis, connaissances qui pourraient être intéressés par le sujet. Vous allez recevoir un mail juste après la fin du webinaire. Il y aura aussi un article dans le Petit Journal dans la semaine, dans petitjournal.com. Donc, n'hésitez pas avec la vidéo. Donc, n'hésitez pas évidemment à la partager pour que un maximum de personnes, évidemment, puissent être concernées. En tous les cas, pour poser ces questions, c'est en live. Donc, c'est maintenant. Je vais rentrer un peu dans différents cas, messieurs, pour répondre à nos internautes. Alors, Marie-Lise demande, en cas de divorce entre deux Français vivant tous les deux en Italie, j'ai cru comprendre qu'il était possible de procéder au divorce en France si on le souhaite. Est-ce que c'est possible? Et si oui, comment calculer l'indemnité compensatoire? Et finalement, qu'est-ce qui est le plus avantageux? Est-ce que c'est de faire le divorce en Italie ou en France? Est-ce qu'on peut comparer? Alors, je veux bien répondre. Pour le divorce, oui, donc aucun problème. Vous avez tous les deux la nationalité. Hein, vous êtes tous les deux. Oui, c'est ça. Les deux sont français. Les deux sont français. OK. Vous avez la nationalité d'un État membre, donc vous pouvez, sans problème, choisir la juridiction compétente au terme du règlement Bruxelles 2 bis. Vous avez le droit de désigner le tribunal français comme compétent pour traiter de votre divorce. Donc, pas de difficulté avec ça, même si votre résidence habituelle est en Italie. On n'a pas de difficulté avec ça non plus. Mais à ce moment-là, essayez de faire aussi les choses comme il faut, c'est-à-dire de saisir la juridiction française, mais également demander au juge d'appliquer la loi française, de façon à ce que donc les obligations alimentaires, sa prestation compensatoire le cas échéant ou pension soient calculées conformément donc à la loi française. Voilà, parce que c'est l'illustration de ce qu'on disait tout à l'heure. Ce n'est pas le même règlement qui détermine le juge compétent pour vous divorcer et le juge compétent pour les obligations alimentaires. Alors, ça tombe bien, ça peut être dans votre cas, ça peut être le juge français dans les deux cas. Essayez de le saisir. Voilà. En fait, ce qui est pratique, Bruxelles 2 bis vous permet de saisir le juge français parce que vous avez la nationalité française. Le protocole de la Haye vous permet de choisir la loi française applicable aux obligations alimentaires parce que vous avez également une nationalité française et vous pouvez également donc choisir la juridiction française compétente pour trancher des questions relatives à la pension alimentaire et à la prestation compensatoire parce que le règlement 4/2009 vous le permet. L'Italie est partie à tous ces règlements, donc pas de problème. Parfait. Eric demande, nous avons acquis un bien en Floride, il doit divorcer, il doit faire acter ce divorce aux USA. Quelle démarche conseillez-vous, sachant que le droit anglo-saxon s'applique là-bas? Alors, vas-y Pierre, si tu veux. C'est un peu ouvert comme question parce que… oui, non, en fait, je ne sais pas trop quelle est la question parce qu'on nous dit que c'est le juge de là-bas, c'est la loi de là-bas. Donc oui, dont acte, comme on dit chez le notaire. La question peut-être qu'on pourrait se poser, c'est savoir si vous vouliez échapper à la loi et au juge. Alors, mais alors, possiblement, on ne connaît pas votre cas particulier, donc il n'est peut-être pas exclu que vous pourriez obtenir qu'un juge français statue en fonction de la loi française. Maintenant, la question, c'est comment faire exécuter une décision qu'on arriverait à raccrocher à la France en Floride. Et ça, c'est un autre sujet. Il faut voir comment ça se passe en Floride. Alors, je vais abonder. Est un grand expert des Américains. Je vais abonder sur ce que vient de dire Pierre. En fait, vous avez le choix quand vous êtes français avec une résidence habituelle en Floride, vous avez en fait le choix. Soit vous allez pouvoir choisir la juridiction française parce que le règlement Bruxelles 2 bis vous le permet du fait de votre nationalité d'un État membre. Donc d'un État ayant adopté le règlement Bruxelles 2 bis. Donc, vous pouvez saisir le tribunal français. Vous pouvez également saisir la juridiction américaine parce qu'un des critères de compétence aux États-Unis, c'est justement la résidence habituelle. Donc, les tribunaux de l'État de Floride sont compétents pour aussi traiter du divorce.
Alors après, attention, le problème est là, c'est que en fonction de la situation, l'un des époux pourrait avoir intérêt à ce que ce soit le juge français qui soit saisi et l'autre époux pourrait avoir intérêt à ce que ce soit le juge américain qui soit saisi. Dans quel cas de figure, par exemple? Vous avez, par exemple, j'ai eu le cas dernièrement à traiter, j'avais des époux comme ça français expatriés aux États-Unis et il se trouve que j'avais un contrat de mariage qui avait été fait en France avec, en fait, c'était une séparation de biens. Et il y avait une société d'acquêt, c'est-à-dire ça permettait aux époux d'acheter des choses en commun. Si je résume, je schématise le plus facilement possible. Il s'avère que madame me contacte en me disant en fait, on ne s'entend plus, il va falloir qu'on se sépare. Qu'est-ce que je fais à votre avis? Est-ce que je saisis le juge français ou le juge américain? J'ai regardé d'un peu plus près et puis je me suis aperçu qu'en fait, monsieur, tout au long du mariage, elle me dit mon époux, il a acheté plein de choses, mais en fait, toutes les choses qui ont été achetées pendant le mariage étaient mises au nom de monsieur, n'étaient pas achetées par le biais de la société d'acquêt qu'ils avaient créée dans leur contrat de mariage. Ça veut dire que, madame, si on applique le contrat de mariage, tous les biens appartenaient à monsieur. Madame, si elle divorce, elle repart avec rien. Si j'applique pas le contrat de mariage, madame pourrait prétendre à la moitié des biens acquis par le couple. Et là, justement, il y a une subtilité, c'est que le juge américain n'est pas forcément lié par un contrat de mariage français. Pourquoi? Parce que le contrat de mariage français ne correspond pas dans sa forme à ce qu'attendrait le juge américain dans ce qu'ils appellent un prenuptial agreement, c'est-à-dire un contrat qui doit remplir un certain nombre de conditions pour être valable chez eux. Qu'est-ce qu'il faut comme condition pour être valable chez eux? Il faut notamment qu'il y ait eu un délai de réflexion de 28 jours offert aux époux, que chaque époux ait eu son conseil et que chaque époux, dans le contrat, ait déclaré l'intégralité des biens dont il était propriétaire au jour du mariage. La plupart du temps, dans les contrats de mariage français, il y a un seul notaire, il n'y a pas deux notaires. Il n'y a pas ces 28 jours entre le moment où on rédige le projet qu'on envoie au client et la signature du contrat. Et pourquoi? Parce que la plupart du temps, ils viennent nous voir en disant « je me marie dans une semaine, vite, il me faut un contrat ». Voilà. Et également, la plupart du temps, on utilise des contrats qui peuvent être assez types parce que les clients ne souhaitent pas forcément révéler leur patrimoine ou qu'ils considèrent que ce n'est pas la peine. Et donc, on ne va pas lister dans le contrat de mariage tous les biens des époux. Le problème dans mon cas d'espèce, c'est que le juge américain, s'il est saisi, il va nous dire que le contrat, il vaut rien et il va diviser le patrimoine complet des époux en inéquité, equity, ce qu'ils appellent là-bas. Et là, madame a une bonne chance de récupérer la moitié des biens qui ont été achetés par son époux pendant le mariage. Tandis que si jamais on saisit le juge français, le fameux contrat de mariage qui avait été fait avec séparation de biens avec une société d'acquêt, il va être tout à fait valable et donc tous les biens vont bien appartenir à monsieur. Et là, dans ces cas-là, j'ai conseillé à madame de saisir au plus vite le juge américain de façon à ce qu'on soit dans un cas de ce qu'on appelle litispendance internationale et que dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe quand deux tribunaux sont saisis en même temps? C'est le premier tribunal qui est saisi qui va trancher. L'autre doit surseoir à statuer. Alors, je résume vraiment très simplement, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Il y a ceux qui sont liés par Bruxelles 2 bis et ceux qui ne sont pas liés par Bruxelles 2 bis. Dans ces cas-là, on applique notre article 100 du Code de procédure civile et on a donc des petites variantes avec cette histoire de litispendance internationale. Mais globalement, un peu partout dans le monde quand même, elle est globalement respectée. C'est-à-dire c'est quand même en général le tribunal saisi en premier qui tranche. Donc, on est dans ce qu'on appelle les divorces Thalys, les divorces Eurostar, c'est-à-dire c'est forum shopping. Des fois, c'est à celui qui va saisir le juge qui va lui être le plus favorable en premier qui va bloquer la situation à son profit, en fait. Donc, c'est pour ça que dans la question qui nous était posée là sur on est français, on habite en Floride, ça dépend un peu. Est-ce qu'il y a un contrat qui a été fait en France? Est-ce qu'il n'y en a pas? Quel est l'époux qui nous pose la question? Et a-t-il intérêt plutôt à saisir un juge plus que l'autre? Voilà. Ça veut dire que si on a bâclé son contrat de mariage ou si on n'en a pas fait, il y aura une prime. Le forum shopping, il y en a qui traduisent ça par la course au tribunal. C'est un peu un jeu de mots, mais c'est quand même le premier qui dégaine qui a gagné, ou en tout cas qui a une longueur d'avance. Donc, d'où l'intérêt d'abord de soigner son régime matrimonial et justement d'anticiper pour éviter ça. Parce que quelque part, ce n'est pas juste. C'est le premier qui dégaine qui a raison. Eh bien, c'est bon à savoir. Donc, du coup, ne traînez pas. Si vous avez besoin de contacter…
un notaire, maître Varin, maître Tarade, il faut effectivement vite. Ou d'autres, te renseigner. je pense que tout à fait, n'importe quel notaire sera capable de Oui, vous aiguiller. ouais. Mais du coup, ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas traîner en fait. C'est quand même important de se Il faut renseigner se rapidement. renseigner. Oui, tout à Il ne fait. faut pas traîner et avant, il faut anticiper. Ouais. Même si on change Ça, d'avis. c'est important puisqu'on parle du divorce. Hein. Encore une fois, vous voyez là qu'on peut avoir un sujet de frottement quand on s'entend plus. Alors ça tombe mal parce que c'est quand on s'entend plus, ça va être encore plus difficile de trouver une Oui. solution. Il vaut mieux déterminer les règles du jeu quand on s'entend encore plutôt que plus tard. Eh ben, c'est une belle leçon. J'espère qu'on va tous pouvoir la retenir. Carmel demande comment calcule-t-on la pension alimentaire pour les enfants lorsque le coût de la vie ne correspond pas à celui de la France? Sur quelle table s'appuyer? C'est-à-dire que j'imagine que, par exemple, c'est un divorce prononcé en France et les enfants grandissent dans un autre pays où, par exemple, le coût de la vie est le plus cher. Comment est-ce qu'on peut, comment ça se passe? Eh ben, c'est ce que j'ai un peu expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que si on n'a pas fait de choix dans le contrat concernant la loi applicable aux obligations alimentaires en vertu du protocole de La Haye du 23 novembre 2007, et ben dans ces cas-là, c'est les règles supplétives à défaut de choix qui s'appliquent, c'est-à-dire qu'en général, c'est la résidence, c'est la loi qui va être applicable pour déterminer ce calcul de pension, c'est la loi de résidence habituelle du créancier. Ouais. Donc Voilà. ça montre que les règles sont quand même bien faites parce que le créancier, c'est celui qui va Oui. recevoir. Donc c'est effectivement plus ou moins par rapport au contexte économique dans lequel il Oui, alors, est. il y a quand même, quand on est dans le cadre du protocole de La Haye, on a quand même en plus des variantes, parce que si jamais il y a un époux qui conteste, on a à ce moment-là les liens les plus étroits qui peuvent jouer aussi pour déterminer quelle est la loi applicable. Et tout ça, en fait, c'est toujours la même chose. Si on peut faire un choix, il faut faire le choix dans le contrat de mariage, de préférence, bien sûr. Et si jamais on n'a pas fait de choix, j'ai toutes ces règles en fonction des pays qui sont en jeu. S'ils ont adopté le protocole de La Haye, s'ils sont liés dans ces cas-là, s'ils ont ratifié, donc ils sont liés. Donc dans ces cas-là, c'est au vu de ce protocole qu'on va déterminer quelle est la loi applicable et donc au vu de cette loi, comment on calcule. Et si jamais on n'est pas en face d'un État qui est lié par ce protocole, là, c'est un peu pareil, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le premier tribunal saisi qui va tendance à avoir appliqué derrière la loi qui est la loi de son État. Très bien. Allez, je vous pose une question de Sylvie qui demande, dans le cas d'un mariage en France, avec contrat de mariage et désignation de la juridiction compétente, quel est l'intérêt ou le risque de se marier également devant les autorités du pays tiers ou de faire transcrire le mariage français? Est-ce que ça a une utilité? Est-ce qu'il faut le faire ou c'est pas forcément une recommandation? Aucun risque. Aucun risque, il faut le faire. Justement, ça rend opposable à tous votre mariage. Et ce n'est pas parce que vous faites transcrire votre mariage que ça donne le contenu du contrat à tout au tiers, au public. Pas du tout. On va juste savoir que vous êtes marié, que vous avez fait un contrat. Point. On ne saura pas ce qu'il y a à l'intérieur du contrat. Mais c'est Très bien. important qu'on puisse savoir que vous êtes marié et que vous puissiez faire valoir ce point. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on a intérêt à le faire, même si Oui, il vaut mieux faire transcrire. ça n'a pas d'intérêt, en fait. Oui. Ouais, ouais. Et une assurance. Cédric demande une précision par rapport au règlement. La juridiction peut être choisie si les deux personnes sont d'accord. Si elles ne le sont pas, c'est la juridiction du lieu de résidence qui est automatiquement choisie et c'est exact. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que la juridiction peut la choisir si les deux sont d'accord ou est-ce que dans ce cas-là, c'est le lieu de résidence qui Dans définit? quelle matière, en fait? On parle de quoi, là? Alors, je pense que j'imagine que Cédric parle du divorce, mais Alors, le divorce, justement, pour la loi applicable au divorce, c'est-à-dire aux causes et aux effets extra-patrimoniaux du divorce, c'est Rome 3. On peut faire qu'un choix de loi. On ne peut pas faire un choix de juridiction. Parce que Bruxelles 2 bis ne permet pas de faire le choix de juridiction. Donc, je pense avoir répondu. oui, je pense que c'est clair. Voilà. Allez, Si c'est pour les obligations alimentaires, dans ces cas-là, c'est pour la loi, c'est le protocole de La Haye du 23 novembre 2007. Et là, effectivement, on peut faire un choix de loi. Si on n'a pas fait de choix de loi, c'est la résidence habituelle du créancier d'aliments. Et pour la juridiction compétente, parce qu'avant de désigner la loi, il faut aussi quand même désigner
la juridiction, c'est le règlement 4/2009 qui permet de désigner, de faire un choix donc, pour les obligations alimentaires concernant la juridiction. Et si on n'a pas fait de choix, c'est… attendez, je vais vous le dire, je regarde. Il y a plusieurs possibilités, mais c'est la résidence habituelle des époux. Ouais, la résidence habituelle du créancier, voilà. Maître Tarade, on a une question de Thomas qui nous demande: peut-on choisir le notaire pour le partage des biens après que le tribunal a tranché, ou est-ce que c'est déterminé par le juge? En fait, ça dépend beaucoup de la procédure, mais la réponse est a priori oui, sauf si vous êtes dans un divorce très contentieux dans lequel vous avez mis le sujet du partage des biens dans le contentieux, auquel cas peut-être que le juge va être amené à désigner un notaire expert. Mais dans un divorce, je dirais, classique, où vous plaidez essentiellement et uniquement sur le fait de savoir si vous divorcez ou pas, ensuite vous allez voir le notaire pour régler le divorce sur le plan civil, sur le plan patrimonial. Très bien. Merci pour votre réponse, c'est clair. Maître Varin, j'ai un cas de figure qui est donné par Ankika, qui explique qu'ils sont tous les deux français résidant au Maroc, ils divorcent au Maroc, son mari ne travaille pas, donc il ne paiera pas de pension a priori, les enfants sont à la charge de madame, et les beaux-parents français ont des biens au Maroc, et ils seraient prêts à faire un testament pour les léguer aux petits-enfants et à leurs fils, qui pourraient du coup compter sur cet argent pour… derrière régler, on va dire, une sorte de pension alimentaire. Donc, du coup, quel type de testament faire pour protéger? Dans quel ordre, on va dire, faire les choses? Alors, on mélange un peu de tout. On a du régime matrimonial, du divorce, de l'estate planning et de la loi successorale. Bon, là, c'est un peu compliqué. Et alors, ce qu'il faut retenir, c'est que en plus, avec le Maroc, on a une convention bilatérale, donc qui prime, c'est-à-dire qu'elle prime sur les règlements européens ou sur ce genre de choses. Donc, il va falloir qu'on aille voir dans cette convention bilatérale quelles seraient les dispositions qui existent entre les deux pays relativement à ces questions. Et après, pour ce qui est de… Alors, pareil, attention, avec le Maroc, la confession religieuse peut avoir une importance aussi. Parce que le Maroc dispose notamment en matière successorale de règles comme des privilèges de religion, ce genre de choses, au terme desquelles, par exemple, un non-musulman n'hérite pas d'un musulman. Donc, j'aborde ce thème parce qu'en fait, dans la question, c'est quand même un peu sous-jacent de savoir comment on fait après pour faire une donation ou un testament, etc. Et donc, il ne faudrait pas que ce testament, il prévoit une libéralité à cause de mort par un défunt musulman au profit d'héritiers non musulmans, parce que là, si on a une loi marocaine qui s'applique à la succession par la suite, on sera bloqué et le testament va être invalidé. Donc, je pense que ça mérite d'aller voir un notaire. On a des notaires au Maroc qui font partie de l'Union internationale du notariat latin. On a des confrères très compétents là-bas qui seront certainement capables d'expliquer un peu dans le cas précis. Là, il nous manque trop d'informations pour pouvoir répondre. Dans le cas précis, qu'est-ce qu'il va valoir mieux faire? Donc, il y en a, il n'y a aucun problème. On travaille régulièrement avec des confrères là-bas qui sont je veux dire, très pointus. Voilà. Je peux témoigner pour travailler dans le cadre des travaux de la Chambre de Paris avec nos confrères marocains. Ils nous donnent des leçons de droit tous les jours. Ils sont très, 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 très bons. Alors, ce que je retiens, c'est qu'il faut faire les choses dans le bon ordre, et pas tout mélanger. Donc, du coup, évidemment, prendre un conseil en premier en particulier. Allez, on continue. Il reste une grosse dizaine de minutes. Les internautes continuent à poser vos questions. Maître Varin, Maître Tarade sont là pour nous. Deux petites confirmations, Maître Tarade. Philippe qui nous demande donc concernant la mise à jour de l'état civil après un divorce à l'étranger, il suffit donc d'envoyer une copie du jugement de divorce au ministère des Affaires étrangères. Voilà, à l'adresse que Maître Varin a donnée tout à l'heure et qui est dans le fil ici, c'est tout à fait ça. Alors, le mieux, c'est quand même de prendre contact avec le ministère des Affaires étrangères à Nantes, au service central de l'état civil, de leur adresser un mail en leur demandant de quoi ils ont besoin précisément pour assurer la retranscription, et ils vont vous communiquer les pièces requises, et donc il suffit de satisfaire leur demande et vous aurez une retranscription. Pour vous assurer que le document que vous envoyez est bien celui qu'ils attendent, effectivement. Bien sûr. J'ai une petite question, Maître Tarade, c'est concernant le divorce sans juge par consentement mutuel. Est-ce qu'il est possible, est-ce que vous nous rappelez déjà ce que c'est, et est-ce que c'est possible d'en bénéficier, je ne sais pas si c'est le bon terme, enfin d'en bénéficier dans un contexte international? Alors, le divorce sans juge, c'est un divorce c'est une solution qui est récente
qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, sauf erreur, et qui permet effectivement, lorsque les époux sont d'accord sur tout, mais vraiment d'accord sur tout, c'est-à-dire pas que sur le principe de divorcer, sur tous les aspects connexes qu'on a évoqués, d'ailleurs les prestations compensatoires, pension alimentaire, garde des enfants, partage des biens, etc. S'ils sont vraiment d'accord sur tout, ils peuvent signer une convention, accompagner chacun de son avocat. Alors cette convention, ils ne peuvent pas la signer tout de suite, d'ailleurs ils ont un délai de réflexion avant de pouvoir la signer de 15 jours. Et une fois qu'ils l'ont signée, l'un des avocats transmet la convocation au notaire pour que celui-ci puisse d'abord contrôler que les règles de forme ont été respectées et puis déposer la convention en 25 minutes pour la faire entrer en force. Alors, et puis après, le notaire doit faire aussi les actes quand il y a des biens immobiliers. Le mieux d'ailleurs, et c'est ce qui se passe en général, c'est que tout le monde se concerte avant. C'est un peu comme ce que je disais pour Nantes tout à l'heure, il vaut mieux relire la copie ensemble avant d'envoyer plutôt que de se rendre compte qu'il y a un problème alors qu'on a tout fait. Donc ça, c'est la procédure française. Donc effectivement, pour répondre un peu candidement à votre question, oui, si vous pouvez désigner les juridictions françaises et systèmes français pour divorcer, vous pouvez tout à fait utiliser cette forme-là pour divorcer. Simplement, attention, est-ce que ce divorce sans juge va être compris à l'étranger, va être compris là où vous êtes ou là où vous avez des biens? C'est peut-être un petit peu plus délicat. Je ne sais pas si Frédéric a des choses à... Oui, ben, c'est sûr que le divorce sans juge simplifie beaucoup les choses en France, on en a tout à fait conscience. Par contre, c'est vrai qu'à l'export, méfiance, méfiance, méfiance. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'États qui ne reconnaissent pas ce divorce sans juge. Il faut que le divorce soit prononcé par un juge et si on n'a pas de jugement, eh ben, on ne va pas pouvoir lui faire produire des effets à l'étranger. Alors, certains États le reconnaissent, on a des décisions par-ci par-là qui nous prouvent que ça a été pris en compte dans des États. Mais donc, il faut absolument s'assurer, quand on veut faire un divorce sans juge dans un contexte international, que tous les États en présence vont reconnaître ce divorce. Pourquoi? Parce qu'on pourrait aboutir à deux difficultés principales, qui sont que si le divorce n'est pas reconnu à l'étranger, les époux pourraient se retrouver divorcés en France, mais toujours mariés à l'étranger. Ça veut dire que, par exemple, dans le cas d'une succession, en fait, vous avez toujours un conjoint survivant. Ouais. Un autre pays, voilà, qui a donc éventuellement des droits sur vos biens dans ce pays. Ça pourrait être quand même être marié aussi. Voilà, on a aussi, oui, être marié, on se retrouve dans un cas de bigamie ou de polygamie, donc qui annulerait donc le second mariage, qui rendrait en tout cas frappé d'une cause de nullité. Attention aussi, en cas de non-exécution des conséquences du divorce, par exemple, versement de pension alimentaire, exercice du droit de visite, etc. Si jamais tout ça, c'est pas respecté, ça sera certainement très difficile pour les parties d'aller procéder à une exécution forcée à l'étranger. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec ces divorces sans juge dans un contexte international. J'ai envie de vous dire que s'il n'y a pas d'obligation, pas de prestation compensatoire, pas de pension et pas d'enfants mineurs, on peut y aller. Mais, et encore. Attention. Mais à partir du moment où vous demandez une pension, justement. Voilà. À partir du moment où vous demandez une pension alimentaire, et à partir du moment où il y a une prestation compensatoire, ou alors il faudrait qu'elle soit payée en capital le jour de la signature de la convention, éventuellement, et où il y a des enfants mineurs, donc avec un risque potentiel de se retrouver dans un cadre d'enlèvement d'enfants international, c'est-à-dire qu'on ne ramène pas l'enfant le week-end à la résidence du parent qui a le droit de garde, et ben, si vous n'avez pas de jugement pour prouver que vous êtes divorcé et qu'il y a ce droit de garde, comment vous faites? Oui, effectivement. Voilà. Et ouais, je comprends. Carmel demande, parce que ça rejoint un peu, je pense, ça rejoint cette question. Elle demande si vous acceptez les conventions de médiation effectuées à l'étranger pour des couples mariés sous le droit français en situation de divorce à l'étranger. Est-ce que ces conventions de médiation, elles peuvent rentrer en ligne de compte dans le cas de ces divorces, de ces jugements? Non, alors il faut faire simple, c'est-à-dire que pourquoi aller faire un genre, si je comprends une convention de médiation à l'étranger, ça serait un espèce de divorce sans juge dans un autre pays. À l'inverse, oui. Ouais, alors donc non, pourquoi après vous iriez faire le dépôt de pièces chez un notaire en France? Il faut essayer d'être cohérent. Vous bouclez votre divorce de A à Z dans le pays dans lequel vous l'avez commencé.
Allez pas me faire une convention à l'étranger que vous allez après essayer de déposer au rang des minutes d'un notaire. Là, c'est vraiment créer des situations, les compliquer à plaisir pour être sûr qu'au bout d'un moment, ça vous explose à la figure. Hein. Donc, je pense que là, il faut faire simplement preuve de bon sens. Vous commencez un divorce quelque part, vous le terminez quelque part. Et après, si vous arrivez à me faire un divorce conventionnel à l'étranger, on verra si on peut lui donner une efficacité en France. Alors, à l'heure actuelle, j'ai envie de vous dire que le principe, c'est que les divorces qui n'ont pas pour base un jugement ou un acte authentique ne circulent pas. C'est le principe, sauf exception. Par exemple, reconnaissance du divorce sans juge, d'un divorce conventionnel, par exemple en Tunisie, ça a été le cas. Donc là, sauf exception, ça ne circule pas. Avec le nouveau règlement européen, la refonte du règlement Bruxelles 2 bis, qui s'appelle maintenant Bruxelles 2 ter, qui va entrer en application le 1er août 2022, il est prévu que les accords, c'est-à-dire les divorces conventionnels, vont pouvoir circuler. Donc ça va quand même améliorer les choses entre les États membres qui ont adopté ce règlement, mais que entre les États membres qui ont adopté ce règlement. C'est-à-dire que si votre situation, c'est par exemple avec, je dis une bêtise, hein, mais par exemple Israël qui connaîtrait d'un type de divorce conventionnel, on n'est pas avec un État membre là. Bien sûr. Donc je ne sais pas si ça pourra circuler ou pas. Alors, j'ai une question, Maître Tarade, vous allez certainement pouvoir répondre, qu'on va élargir en fait. Mais Francis explique que lui, ils sont en train de divorcer, il y en a un qui est en France, l'autre à l'étranger, donc c'est compliqué de faire le divorce par consentement mutuel, ce qui a priori serait possible dans leur cas, hein, ils ont l'air prêts à le faire, mais l'éloignement complique la chose. Alors, comment est-ce que c'est possible de faire? Et est-ce que finalement, une procédure de divorce dans un contexte international, est-ce que c'est plus onéreux, plus long, plus compliqué? Ou est-ce qu'il y a moyen de simplifier les choses quand on est d'accord, par exemple? En fait, vous posez deux questions parce que vous posez celle de Francis et une autre. Celle de Francis, c'est peut-être plus facile de répondre à l'autre, en fait. Mais en même temps, c'est un exemple. C'est-à-dire que, effectivement, on l'a compris, à partir du moment où il y a une frontière, à partir du moment où il y a des systèmes juridiques différents, c'est forcément plus compliqué et donc forcément plus cher. Plus cher ne serait-ce que parce que vous allez devoir traduire des documents d'un pays à l'autre, les traduire dans la langue, peut-être même les transposer d'un système juridique à l'autre. Ça veut dire que vous allez devoir vous entourer de conseils potentiellement dans les différents pays, en tout cas de conseils qui se sentent d'affronter le contexte international, donc peut-être des conseils plus pointus qui vont vous faire payer leurs compétences supplémentaires. Donc oui, c'est plus long, c'est plus compliqué. Et puis peut-être aussi, dans le cas de Francis, que c'est plus compliqué s'il veut choisir la procédure française de divorce sans juge, de prendre l'avion, parce que malheureusement, c'est comme ça que ça se passe pour cette procédure-là. Il y a cette complication du contexte international. Là, on peut pas faire sauter les barrières comme ça. Mais de toute façon, moi, la prudence conseillerait quand même, du fait de cette situation à cheval sur deux pays, d'aller vers un divorce qui vous fasse obtenir un jugement, de façon à ce que le divorce il soit opposable partout et qu'on n'ait pas de difficulté. Il faut quand même rappeler une chose, c'est qu'un jugement de divorce, à partir du moment où on a un jugement, normalement, je simplifie aussi énormément, hein, tous les problèmes relatifs à ce qu'on appelle l'exéquatur. Donc, le jugement de divorce, déjà, entre les 27 États membres de l'Union européenne, il n'y a pas besoin d'exéquatur. Il est reconnu d'office. Vous n'avez besoin de rien, juste votre jugement de divorce. C'est tout. Et quand on est en présence d'États hors Union européenne, normalement, alors c'est pareil, il y a une procédure simplifiée, mais on pourrait schématiser quasiment au point de vous dire que si votre divorce n'a pas de problème d'exécution forcée ou de problème relatif à des expertises patrimoniales, ce genre de choses, pareil, il va être opposable. On va le prendre comme ça, sans exéquatur. Ouais, c'est rare qu'on ait besoin d'une exéquatur pour un divorce. À partir du moment où vous avez un jugement. Mais quand vous n'avez pas de jugement, ça va être pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, compliqué de faire produire des effets, de s'assurer que
ce que vous avez voulu dans le divorce va bien être exécutable dans les différents pays concernés par la situation. Donc, essayez de garder en tête, je suis dans une situation internationale, il vaut mieux que j'aie un jugement à l'issue de mon divorce, parce que je vais pouvoir, grâce à ce jugement, faire reconnaître mon jugement, tant au niveau de l'état civil, tant au niveau des relations entre les époux, qu'au niveau aussi du patrimoine des époux. Voilà. Très bien, allez, on arrive au terme de ce webinaire. Je veux juste rassurer Hubert qui a posté beaucoup de messages pour sa situation en Roumanie. Nad, pareil avec l'Australie, c'était plus des témoignages que des questions. Donc, on fera suivre à nos experts et je vous encourage à les contacter pour trouver une solution qui vous corresponde. Je pense que c'était difficile c'était pas vraiment des questions, c'était plus des témoignages de vos situations. Donc, je pense que ça sera plus intéressant pour vous de contacter nos experts. Maître Varin. Hubert, c'est beaucoup son témoignage est tout à fait poignant, mais ça relève plus, là, c'est l'autorité judiciaire, hein, c'est-à-dire que là, ça relève plus d'un avocat. Là, il faut prendre contact avec un avocat et puis il faut prendre les dispositions qui vous permettent de vous mettre en sécurité. Hein. Si vous vous sentez menacé là-bas, il faut que vous arriviez à éventuellement revenir en France ou aller ailleurs. Mais je pense que et là, c'est plus du ressort d'un avocat, hein, ce que vous posez. Donc, je pense qu'un avocat en France fera parfaitement l'affaire, parce qu'il demande lequel. J'imagine que c'est un avocat. C'est des questions relatives un peu à du pénal, etc. Donc, il faut effectivement vous entourer des professionnels qui traitent de ces questions. Hein. Et le consul, effectivement, qui est là aussi pour ça. Oui. Je vois que Hubert renchérit sur nos propos, mais effectivement, l'avocat et le consul. Bon, très bien, parfait. Écoutez, merci à tous les internautes. On va aborder, alors plutôt on va voir les coordonnées des cabinets des intervenants. Vous allez recevoir un mail avec le lien du replay, donc avec les coordonnées, bien entendu, du Conseil supérieur du notariat, le cabinet de Maître Varin, de Maître Tarade et tous les notaires de France, hein, Maître, vous me confirmez, hein, qui sont, bien sûr, oui, à disposition sur tous ces sujets qu'on vient d'aborder. Peut-être un petit mot de conclusion tous les deux, peut-être vraiment le conseil que vous mettriez vraiment en avant, vous qui pratiquez au quotidien ces sujets par rapport à ce thème du divorce, même si on a pu aborder assez largement avant de conclure. Ah, c'est compliqué. Moi, si j'avais une chose à dire, en fait, j'ai déjà dit, donc c'est pour ça que j'hésite, mais en fait, il faut le marteler, c'est anticiper. Oui. Parce que vous avez compris que le gros problème, c'est l'incertitude. Et donc, si on peut réduire un peu l'incertitude en anticipant, en se donnant les règles du jeu chaque fois qu'on le peut, et en réfléchissant, donc c'est anticiper et concerter. Se poser la question chaque fois de ce qui va se passer ici et là-bas, pour faire en sorte effectivement de prévoir à peu près comment ça va être, non seulement le concevoir, mais voir comment ce qu'on a conçu va être appliqué là où ça doit être appliqué. Alors c'est pareil, vous avez peut-être le sentiment qu'on n'a pas forcément répondu de façon très précise à vos questions, mais parce qu'en fait, en matière de divorce, il n'existe pas une règle ou une façon de régler les choses qui soit respectée par tous les pays du monde et sur lesquelles tous les pays du monde s'accordent. Non, on a des règles qui sont applicables à un certain nombre de pays, pas tous. Il y a plusieurs. En fait, le divorce, c'est plusieurs matières. C'est le régime matrimonial, c'est les causes et les conséquences extra-patrimoniales du divorce, c'est les obligations alimentaires, c'est la garde des enfants. Et tout ça, c'est différents textes qui régissent éventuellement ces questions entre certains pays à chaque fois. Et ce n'est pas forcément les mêmes à chaque fois. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un espèce de millefeuille où il faut aller. C'est comme si vous entassiez des éponges en essayant de toujours voir la lumière à travers les trous des éponges. C'est compliqué. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est très compliqué de donner des règles qui seraient applicables à tous parce que ce n'est pas le cas, en fait. Hein. Voilà. On nous demande si on peut conseiller notamment des notaires dans différents pays, etc. On n'a pas le droit de le faire. On vous invite à ce moment-là à prendre contact avec le Conseil supérieur du notariat qui éventuellement vous mettra en relation. Voilà.
Super. En tous les cas, merci beaucoup. Et je pense qu'au contraire, ça a été très précis, très clair. Merci, Maître Varin. Merci, Maître Tarade. Samantha indique qu'elle va se marier et que vous lui avez donné des éléments importants pour son futur contrat de mariage. Et voilà, c'était des bons conseils. Sur mesure, c'est important. Oui, exactement. Je Voilà. pense que c'est ce qu'elle a bien retenu. Et puis, merci à tous les internautes pour vos questions, votre attention. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay dans quelques minutes. Je vous rappelle, faites-le connaître à tous les gens qui auraient pu, que vous connaissez, qui pourraient être intéressés évidemment par ce sujet. N'hésitez pas, il y aura un article dans le petitjournal.com très prochainement dans la semaine. Donc, vous pourrez lire et voir la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt sur lepetitjournal.com pour d'autres webinaires et à très bientôt d'ailleurs avec les notaires, le CSN, le Conseil supérieur du notariat, pour un webinaire sur un autre sujet. Merci Maître Tarade, merci Maître Varin, merci à tous les internautes. À très bientôt. Merci beaucoup, bonne journée, bonne soirée. Merci à tous.